Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des favoris du moment. Je vais pas dire du mois parce que j'ai récolté tous ces favoris pendant les dernières semaines. C'est un concept de vidéo que j'espère faire régulièrement sur ma chaîne. Pas chaque mois parce que je suis quand même dans une optique de moins consommer, mais j'espère en faire plusieurs fois dans l'année dès que j'ai l'impression d'avoir récolté assez de choses intéressantes pour vous les présenter. J'espère que parmi elles, il y en a qui vous plairont et on commence sans plus attendre avec la catégorie des livres. Je commence avec Joan Didion. John Didion. Joan, je la lis pas de A à Z d'un seul coup. Joan, je la consulte. Joan, on s'en gaffe pas, on la déguste comme des petits bonbons. J'ai tendance à faire ça avec mes choses préférées. J'ai du mal à tout manger d'un coup, à tout regarder d'un coup, à tout lire d'un coup. Je vais très doucement, comme si j'allais pas en avoir assez pour toute ma vie. J'ai ce mois-ci commencé à lire Slouching Towards Bethlehem. Donc c'est celui-ci, c'est un recueil d'articles qu'elle a écrit au cours de sa vie pour plusieurs parutions différentes et qui ont été un tout petit peu remodifiés, je crois, pour ce recueil. En tout cas, par exemple, les titres. Vous voyez le début que j'ai lu et après j'ai été un peu plus loin directement à un autre recueil qui m'intéressait beaucoup qui s'appelle On Keeping a Notebook, donc sur prendre des notes dans un carnet. On dit Keeping a Notebook en français. L'art de carneter. Joan, c'est une autrice qui me touche énormément. Sa manière d'écrire, c'est révolutionnaire pour moi. C'est tellement droit au but, froid et en même temps plein d'ailes. C'est comme si c'était une journaliste qui décrivait les choses de manière hyper objective et en même temps c'est pas du tout objectif parce qu'elle prend les faits qui l'intéressent elle, mais on a l'impression que c'est journalistique parce que c'est écrit d'une telle manière et en même temps c'est des faits qu'elle n'arrête pas de reconnecter à elle-même, à sa vie à elle, à ce moment-là. Et il s'avère qu'elle vivait à un moment où il se passait quand même pas mal de choses aux États-Unis dans les années 70, même 60, etc. Je sais pas comment l'expliquer, il faut la lire pour comprendre, je pense. En tout cas, je trouve ça magnifique parce que je trouve que ça parle du monde dans lequel elle vit, en fait, de sa réalité, de l'histoire qui se déroule autour d'elle, l'histoire avec un grand H littéralement. Et en même temps, ça parle d'elle. Et c'est pas trop in your face, c'est pas trop dans ton visage quand ça parle d'elle. C'est délicat, c'est tout petit, c'est des petits détails. Et en même temps, c'est universel. C'est incroyable. Voilà, Joan Didion pour moi, je trouve ça spectaculaire. Sa manière d'écrire des articles, ça m'inspire énormément. Ça m'a redonné envie d'écrire des articles et de m'améliorer dans cet art. Ça m'a donné envie de retravailler encore plus mon écriture quand je suis dans l'écriture d'articles en particulier pour rendre ça vraiment plus juste, plus vrai. Je trouve qu'elle est dans une recherche de vérité qui est incroyable. Et en plus, elle parle d'affaires hyper intéressantes. Donc c'est passionnant. Voilà. Il y en a une qui était sur une femme meurtrière qui a tué son mari dans un pseudo-accident de voiture. Et en même temps, elle lit ça au fait que ce soit intéressant, que ce soit une femme qui tue son mari. Enfin, je sais pas, c'est passionnant. C'était la première nouvelle de ce recueil. Et la deuxième, c'était sur John Wayne. Donc elle lit ça à l'histoire du cinéma de son époque, à son amour pour cet acteur. Je trouve ça hyper intéressant que déjà à ce moment-là, les gens soient fascinés par les images, par les films, et que ça crée des choses, que ça ait des conséquences dans leur vie. John Wayne, je connais pas du tout, ça m'a donné envie de regarder certains de ses films. À un moment, c'est trop bizarre parce qu'elle écrit et on ne sait pas si elle était là et si elle a entendu toutes ces discussions parce qu'elle parle de gens qui ont vraiment existé. On a l'impression que c'est une petite souris qui peut se faufiler partout. J'en ai un deuxième d'elle. Yo, mes livres sont lourds. Ah, voilà. Bravo Carrie. Attendez. J'en ai deux autres d'elle. Désolée, je suis essoufflée. Tous mes livres viennent de tomber par terre. J'ai couru à leur rencontre. Donc c'est The White Album et je crois que celui-ci c'est la traduction de The White Album. J'ai l'Amérique. C'est celui que j'ai depuis le plus longtemps, dans lequel je piochais déjà un petit peu. Je trouve ça intéressant de voir ce que ça donne en français, sa langue. Vraiment, c'est une langue qu'elle a inventée. Non, j'exagère, mais je trouve ça intéressant de voir ce que ça donne en français, son écriture. Et dans tous les cas, je n'arrête pas de piocher des petits articles extraits de son écriture. Quand j'en ai envie, quand j'ai besoin d'un petit bonbon à croustiller sous ma dent, quand j'ai besoin de me laver le palais de romance fantasy
que je lis et que j'ai besoin de retomber un peu dans la réalité. En plus de ça, à chaque fois elle parle de faits d'histoire qui me donnent envie de faire un peu plus de recherche. Par exemple, elle parle beaucoup du cas Manson aux États-Unis, voilà, qui est assez intéressant, même si affreux, hein, vraiment, n'allez pas voir si vous n'avez pas envie. Donc voilà, Joan Didion, c'est la première écrivaine avec qui j'ai reconnecté ce mois-ci avec le plus grand des plaisirs. Ensuite, le premier livre que j'ai terminé ce mois-ci, c'est Le Magasin des Suicides de Jean Telet. On reste vraiment dans quelque chose de très gai, très joyeux, et en même temps, oui. En gros, c'est l'histoire d'une famille qui tient un magasin d'objets qui aident à te suicider. Et à l'intérieur de ce magasin, cette famille a un enfant, le dernier de la fratrie, d'une fratrie de 3 enfants. Et lui, il est très positif. Et ça surprend tout le monde, ça ne fait aucun sens dans ce lieu, malgré toutes les tentatives des parents de rendre leur enfant dépressif. Ça ne marche pas, cet enfant ne lâche rien, chantonne, transforme des choses qui sont à la base du poison en bonbons pour que les gens ne meurent pas quand ils les achètent, essaie de donner et de partager la joie de vivre tout autour de lui. Ce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça hyper créatif parce qu'en fait, ici, l'auteur prend vraiment une idée. Donc ici, le magasin des suicides, et il va pousser le concept très loin en inventant plein de choses, plein d'objets, plein de démarches, même il crée des packages spécial suicide à base de pommes. Les enfants sont nommés par des noms de grands suicidés de l'histoire qui ont fait des suicides spectaculaires. Enfin vraiment, il pousse le concept et je trouve ça hyper niche mais hyper créatif. Et en même temps, il y a un peu une critique sur la bonne humeur ou la mauvaise humeur ou la dépression ambiante qui peut affecter beaucoup de sociétés de nos jours. Donc je trouve ça intéressant. C'est un genre de futur pré-apocalyptique, mais qui est déjà loin dans le pré-apocalyptique, un futur déjà très compliqué. J'ai trouvé ça hyper créatif et ça m'a donné envie d'écrire des nouvelles, parce qu'il est assez court et j'aimerais bien trouver un thème aussi, essayer de le développer de manière aussi créative et aussi poussée. Je pense qu'il a poussé le thème dans tous ses recoins dans ce petit bouquin. Donc voilà, très divertissant. À ne pas lire si vous avez des pensées hyper noires, je pense. Par contre, si vous êtes un angoissé de la vie, j'en suis une, ça m'a pas fait peur. J'ai trouvé ça juste divertissant. Mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Comme on est au mois de février, il y a une trend, il y a une tendance, je sais plus qui l'a créé en France, mais je vous mettrai le nom en description si je le retrouve. Je crois que c'est une booktubeuse qui fait que, comme le mois est petit, on lit des petits livres. Donc ça m'a inspiré à lire des petits livres ce mois-ci. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Annie Ernaux, La Place. Annie Ernaux, je savais que ça allait être quelqu'un avec qui j'allais trouver beaucoup de connexions et du coup je la repoussais. J'avais pas envie de la lire parce que ça me rappelle trop ma vie. La meuf qui dit ça, je sais pas pour qui elle se prend. Non, mais je sais pas, parce qu'en fait, tous ces romans sont quand même très autobiographiques et elle vient d'une campagne très similaire à la mienne et c'est quelque chose qui me touche de trop près. Vous voyez, c'est compliqué pour moi des fois de me rapprocher d'auteurs qui tombent trop près de la maison. Je sais pas comment parler, ça fait aucun sens. Et donc c'est quelqu'un que je repoussais un peu. J'ai plusieurs livres d'elle, ils me regardent comme ça dans ma bibliothèque avec des grands yeux depuis des années. Ce mois-ci, je suis dans la réflexion, dans l'écriture d'un article ou d'une vidéo sur savoir où on a envie de vivre. Et c'est vrai que pour ça, c'est pas mal de comprendre ses origines, on va dire, de comprendre un peu le point de départ pour savoir pourquoi on a envie ou pas d'y revenir. Ça parle un peu de ça, pas exactement, ça parle de son père en fait, qu'elle a perdu. Souvent, j'ai tendance à souligner dans les romans les endroits où je me reconnais ou les choses qui me font tilt. Un instant, je bois parce qu'Annie Ernaux, c'est beaucoup pour moi. Pardonnez-moi. Donc je disais, en fait, j'ai tendance à souligner des choses qui font écho en moi. Et en fait, si vous voulez, tout le roman faisait écho en moi. Donc à un moment, je me suis dit, ma belle, tu vas pas souligner parce que tu vas souligner le roman entier. C'est pas possible. Quand elle parle de la campagne, en fait, elle, c'est ses parents. Moi, c'est la vie de mes grands-parents. Ça y ressemble beaucoup. Je suis très attachée à mes origines, à mon village d'enfance, à mes histoires familiales, notamment à celle de ma grand-mère paternelle à qui je parle beaucoup et qui me raconte beaucoup d'histoires. Et je reconnais beaucoup de choses dans ce roman, voilà, qui m'a beaucoup émue. Qui m'a émue dans son... Ah, je pourrais en pleurer. Qui m'a émue dans son humilité, en fait. Dans l'humilité des gens de là-bas. Voilà. Dans les petits détails. Quand son père est mort et qu'il est sur le lit,
les discussions vraiment mondaines qu'il y a autour, qui sont très voilà, dans le technique, parce que c'est des endroits pudiques. Ça m'a beaucoup touchée. Non mais, qui l'eût cru que j'avais versé ma petite larme dans une vidéo des favoris du moment. Ouh, ouais, mais ça m'émeut, je sais pas, parce que quand vous reconnaissez les proches et des manières de faire et des coutumes, je pense que ça peut parler à certaines personnes, et si ça vous parle et vous savez très bien de quoi je parle. Mais voilà, quand on vient de la campagne et qu'on vient d'un milieu qui est quand même humble et pudique, je trouve ça tellement touchant, et voilà, je trouve ça tellement bien précisé, expliqué là-dedans. Et j'adore le fait qu'elle ne veut pas dans ce roman raconter une histoire qui serait fictionnalisée. Elle essaye d'être le plus juste et le plus vrai possible. Et moi, cette recherche de vérité, ça me touche quand c'est bien fait, c'est incroyable. C'est vraiment à nu, quoi. Enfin, voilà. C'est tout petit aussi. Si vous avez besoin de petites lectures. Et puis bon, bah forcément, le thème du transfuge de classe et la relation à la campagne native, bah c'est quelque chose qui me questionne, qui me touche, qui m'intrigue. Et donc, bah ce livre, quoi. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Peut-être que j'en ferai un petit essai sur Substack, sur ce qui résonne à moi dans ce livre précisément. Mais voilà, j'en dirai pas plus dans cette vidéo qui est simplement une vidéo recommandation. Voilà, allez découvrir Annie Ernaux, ne faites pas comme moi, ne la repoussez pas pendant trop d'années, allez la lire. Ensuite, j'ai lu un recueil de nouvelles qui s'appelle Little Birds de Anaïs Nin. Anaïs Nin, c'est une autrice que j'ai découvert à travers une bande dessinée. Attendez, je vais vous la chercher, c'est une très belle BD. Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff, une bande dessinée aux éditions Casterman. Et les dessins sont incroyablissimes. Je vous ferai un insert après. Mais voilà, c'est une très belle bande dessinée qui raconte un petit peu la vie d'Anaïs Nin. Et ça m'a énormément intriguée. Je pense que ça ne peut pas ne pas intriguer. C'est une femme qui est très spectaculaire pour son époque. Et notamment très sexuelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit des gens? Je ne sais pas. Little Birds, c'est un recueil de nouvelles qui n'ont toutes plus ou moins rien à voir les unes avec les autres, à part le fait, j'ai découvert en lisant, que c'était toutes des nouvelles qui parlaient de cul, très clairement. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas un thème que je retrouvais beaucoup dans mes lectures, et pourtant... Et pourtant, c'est un thème, voilà, prédominant dans la vie de beaucoup, nécessaire à la vie, dirais-je même, et je trouve ça tellement bien écrit. C'est pas vulgaire, c'est beau, c'est vraiment beau. Et en fait, c'est surprenant parce que dans chacune de ces nouvelles, je sais pas, on a l'impression que c'est des histoires vraies et qu'elle les a vécues et qu'elle les raconte. Il y a des noms, elle fait de l'arbre généalogique des personnes, vous voyez, mais qui sont ces gens dans ces histoires? Je ne sais pas si elle les a vraiment connus, si c'est des amis à elle, si elle était là pas loin, si elle est dans certaines des histoires. Je sais pas, je trouve ça fascinant. Ouais, je pense que le résumé est très bien fait. En fait, ça raconte ces 13 nouvelles qui racontent le réveil sexuel, la vie intime des femmes, c'est vrai. Et c'est vrai que ça remet le désir au centre des vies de ces gens-là. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Très intéressant, ça change des autres lectures que je fais, c'est rafraîchissant. Et voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, allez-y, de très belles nouvelles. Et on ne lit pas assez de nouvelles, donc lisez des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, et très petit livre aussi, donc on reste dans le petit défi du mois de février. Le premier documentaire que j'ai regardé ce mois-ci, c'est The Center Will Not Hold de Griffin Dunne. Il est disponible sur Netflix et c'est un documentaire qui reprend un peu la vie, les archives de vie de Joanne Didion. Elle est même interviewée dedans, donc elle donne des explications supplémentaires. C'est un documentaire que j'avais déjà vu et que j'ai revu avec une telle passion. Je suis fan de Joanne Didion, je trouve ça incroyable ce qu'elle a réussi à faire en écriture. Elle fait partie de mon musée personnel de femmes écrivaines que j'admire énormément, de mon panthéon personnel. Ce documentaire, il reprend plein d'extraits de choses qu'elle a écrits, il explique un petit peu sa vie, notamment les drames qu'elle a vécus en perdant son mari et sa fille à très peu d'écart. Une histoire folle et triste, mais je trouve ça très intéressant comment elle continue d'essayer de se relever après, malgré l'âge avancé, malgré
la perte et le deuil. Elle est aidée par un ami à elle qui lui propose de mettre en théâtre un de ses écrits. Je trouve que c'est un beau projet. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le sens de la vie, comment mettre l'écriture au centre de ma vie ou pas. Parce que on voit aussi que c'est quelque chose qui a pu l'isoler, qui a pu peut-être un petit peu la séparer de sa fille. Allez voir si vous êtes intéressé par la personne, si vous voulez voir un documentaire sur la vie d'une écrivaine. Le deuxième documentaire que j'ai vu ce mois-ci, ça s'appelle Sœur journal d'une reconstruction de Julia et Mao Zahar. J'espère que je le dis bien. Et c'est ma sœur qui m'a dit de le regarder. Voilà, ma sœur, elle travaille dans le cinéma et elle étudie le cinéma et elle regarde beaucoup de films et de documentaires et donc elle me conseille le top du top. Donc à chaque fois, j'essaye de l'écouter et celui-ci, il était disponible sur Canal+, donc j'ai pu le regarder et c'est bouleversant. C'est bouleversant. Il n'y a pas longtemps, dans ma vie personnelle, j'ai une proche qui a eu quelqu'un dans sa vie affecté par la dépression et qui ne comprenait pas la dépression. Parce que c'est quelque chose qui ne l'avait jamais affecté et que c'est une personne très très positive. Et moi, j'ai jamais eu de dépression, mais je souffre d'anxiété et peut-être parfois j'ai eu des épisodes dépressifs, donc c'est quelque chose que je peux entrevoir et que j'essayais un tout petit peu de lui expliquer parce que c'est elle qui demandait et qui pour essayer de comprendre et de pouvoir aider. Et je trouve que ce documentaire, il fait exactement ça en fait. J'ai envie de lui conseiller du coup maintenant. C'est quelque chose qui, je trouve, montre à quoi peut ressembler le chemin après la dépression. Alors ici, dans un cas extrême et après des horreurs. Et en plus de ça, ici, ça montre très bien l'impact du soutien familial, à quoi ça peut ressembler malgré les rechutes, malgré le temps que ça peut prendre. Puis ça prendra sûrement toute une vie en fait, enfin voilà. Très très beau documentaire, de l'amour infaillible de deux sœurs aussi, mais c'est très beau, voilà. On a beaucoup de chance d'avoir des sœurs et ces deux sœurs ont beaucoup de chance de savoir l'une l'autre et c'est aussi une remontée à travers l'art, à travers la danse et la création. Je trouvais ça magnifique comme message aussi de voilà, se reconnecter au corps, utiliser la danse, voilà, c'est très beau et très intime et très dur à la fois, mais je vous le recommande, surtout si vous avez besoin de comprendre un peu plus ces problématiques-là de santé mentale. Je trouve que c'est une superbe illustration de ce à quoi ça peut ressembler pour une personne, mais ça aide à comprendre un petit peu en tout cas, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai regardé Fragment d'un parcours amoureux de Chloé Barrault. Waouh! Alors là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus léger. Enfin, on avait besoin d'un peu de légèreté. Après ces deux documentaires magnifiques, mais voilà, quand même assez chargés en émotions. Fragment d'un parcours amoureux. Incroyablissime, ma sœur l'avait vu au cinéma et comme je vis pas en France, je pouvais pas aller le voir et là il est aussi sur Canal, donc allez voir, vraiment c'est trop bien, ça donne envie de documenter l'intégralité de sa vie. Cette meuf est un génie, je sais pas comment elle a eu le forcing, elle a eu l'intelligence de savoir ça à l'avance, de savoir faire ça tout au long de sa vie, la force aussi de continuer et l'ardeur et voilà, c'est incroyablissime. C'est quelqu'un qui a documenté toutes ces histoires d'amour depuis son adolescence. Ouais, parce que je pense que ça commence même dès le collège, quasiment, lycée peut-être. Elle a documenté ces histoires par la photographie, elle a pris énormément de photos, elle a filmé, elle était toujours apparemment avec un caméscope. Elle a gardé beaucoup de lettres, beaucoup d'écrits. Je pense que du coup, c'est quelqu'un qui écrivait aussi beaucoup de lettres pour en recevoir. Ou alors c'était juste l'époque, franchement je ne sais pas. Mais je crois pas que mes parents ont reçu autant de courriers que ça. Donc je pense qu'elle écrivait beaucoup de lettres aussi. Et du coup c'est quelque chose qui mélange les époques, qui montre un peu Paris, un peu Rome. Et c'est mêlé d'interviews de ces personnes, de tous ces amoureux qu'elle a pu avoir, hommes comme femmes, à travers les époques, à travers les pays. Je trouve ça d'une beauté, d'un rafraîchissement. C'est magnifique. C'est très drôle, c'est très riche parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est marrant parce qu'ils sont pas tous restés en bons termes avec elle et elle le montre quand même, donc je trouve ça quand même d'une certaine honnêteté. Je trouve ça cool, même si elle, on ne la voit pas et elle se montre pas du tout et on ne l'entend pas parler, je crois pas, peut-être juste à la fin, elle raconte, elle lit une lettre, je crois. Voilà, ça donne envie d'écrire beaucoup de courriers, ça donne envie de documenter sa vie entière, de prendre des photos, de filmer pour se rappeler, pour se souvenir, de faire de l'art de notre vie. Je sais pas, j'ai trouvé ça tellement artistique, tellement beau. Ça m'a rappelé ma jeunesse, les premiers amours, les premières ruptures, ouais. C'est quelque chose qui m'a toujours aussi beaucoup intéressée et beaucoup nourri, voilà, mes histoires d'amour
dans ma vie. Et moi, c'est vrai que je passais plutôt par le journal. Et en fait, je m'en veux à certaines époques d'avoir tellement vécu et pas pris le temps de bien noter tout ce qui se passait dans ma vie. Et en même temps, si je l'avais fait, j'aurais sûrement beaucoup moins vécu. Mais je regrette là, en voyant ce documentaire, de pas avoir aussi bien documenté ma propre vie. Ça me donne envie de mieux le faire à l'avenir, même si voilà, faut pas se noyer là-dedans. Quand même, de temps en temps, c'est pas mal. Je trouve que voilà, écrire des lettres aussi, le plaisir de lire et d'écrire des lettres et de se rappeler des sentiments des gens à ce moment-là et de l'amour qu'on leur a porté, qui nous ont porté. C'est quelque chose qui reste quand même, qui a existé, vous voyez. Je sais pas, voilà, allez voir, c'est trop bien, j'ai adoré. Ensuite, on a la catégorie série. La première série que je regarde en ce moment, on la regarde avec mon copain, c'est la série Two Broke Girls. Elle est sur Netflix et je la trouve hyper drôle. Franchement, ça nous régale chaque soir, on adore chaque personnage, ils sont trop marrants. Cette rage d'être pauvre, mais là vraiment broke, genre de plus rien avoir et de toujours vouloir continuer d'essayer, je trouve ça hyper positif. Franchement, ça me met d'une bonne humeur, ça me donne envie d'essayer malgré que les deux meufs, elles aient genre $100 sur leur compte, elles retombent à zéro constamment à cause d'histoires de merde, voilà. Je trouve que c'est une série qui cache pas la pauvreté, qui la glamourise pas non plus. Peut-être qui s'en moque un peu, qui en rigole un peu, mais c'est ok. Enfin, en fait, il nous reste plus que ça quand on n'a plus rien, donc c'est trop cool. C'est une série que je trouve assez réaliste et en même temps très drôle, très américaine, voilà, faut kiffer les sitcoms. C'est pas pour tout le monde, mais nous, ça nous détend et franchement, on s'amuse bien avec chaque épisode pour l'instant. On est dans la saison 2. Si jamais vous avez envie d'aller voir quelque chose de drôle, jetez un œil. Essayez peut-être 2-3 épisodes parce qu'il faut se chauffer un peu, je pense que c'est une ambiance quand même très spéciale. Et c'est l'histoire de quoi ? Bah oui, peut-être, Carrie. C'est l'histoire de deux meufs. Il y en a une qui est hyper riche et qui perd tout du jour au lendemain parce que son père, il a fraudé, donc il va en tôle et elle se retrouve sans rien. Et ce jour-là, elle tombe sur une autre fille qui s'appelle Max. Elle s'appelle Caroline. Elle tombe sur Max. Max, c'est une meuf qui a jamais rien eu, voire moins que rien. Elle a eu une enfance de merde, une mère de merde, pas de père. Elle galère, voilà, elle est serveuse dans un tout petit diner et elle fait du babysitting à côté. Elle essaie de s'en sortir comme elle peut et elle décide de prendre Caroline sous son aile et de lui donner une chance et de l'aider. Donc elle travaille ensuite ensemble dans le diner. Et en fait, Caroline, elle est aussi là pour essayer de faire rêver Max. Et dès le début, dès les premiers épisodes, elles ont envie de créer le rêve de Max qui serait d'avoir un magasin de cupcakes. Bah en fait, toute la série, elle est basée sur ces deux meufs qui essayent d'aller vers leur rêve, quoi, et de monter un petit peu dollar par dollar. Vraiment, c'est trop drôle. À la fin de chaque épisode, tu vois le dollar amount, genre vraiment ce qui leur reste en dollars ce mois-ci. Et ça monte, ça descend. Des fois, à la fin de l'épisode, et ça revient à zéro. Enfin voilà, je trouve ça très sympathique. Allez voir, surtout si vous êtes fauché. Ah voilà, fauché, c'est le mot en français. Je sais pas si ça donne de l'espoir, mais en tout cas, ça donne envie d'avoir peut-être un rêve et de s'y accrocher. Je trouve ça positif et je trouve ça très drôle. Donc allez voir. Moi, Max, elle me fait hurler de rire. Genre vraiment, je rigole beaucoup. Ensuite, la deuxième série que je regarde pendant mes pauses du midi, c'est The Good Place. J'adore. Je trouve que c'est une série qui te fait beaucoup philosopher sur le but de la vie. En gros, l'histoire, c'est qu'une meuf, elle meurt dès le premier épisode et elle se retrouve dans un endroit qui s'appelle The Good Place, donc le bon endroit, supposément le paradis. Et en fait, très vite, elle se rend compte qu'elle a rien à foutre là. Et que tous les gens autour d'elle, ils auraient gagné des points de vie, enfin des points pendant leur vie, parce que supposément, ils ont fait tout un tas de bonnes choses au cours de leur vie. Donc on a vraiment le top du 1% du top des gens qui sont morts récemment, des gens qui ont donné leur vie à des associations, à de la recherche contre le cancer pour sauver les enfants de la faim, enfin des trucs vraiment spectaculaires. Et elle, en fait... Elle faisait n'importe quoi, elle volait les gens si elle pouvait. Son métier, c'était d'arnaquer les petits vieux au téléphone en essayant de leur vendre des médicaments qui ne font pas vraiment effet. Enfin, voilà, une meuf qu'on avait un peu ras-le-bol. Pas si mauvaise que ça, mais vraiment pas quelqu'un de bien. Clairement, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, toute la série, elle est basée sur ça. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de rebondissements dans la dite Good Place, dans le bon endroit. Mais en tout cas, c'est une série qui nous fait vraiment nous questionner sur est-ce qu'on est des bonnes personnes ? Est-ce que moi, si demain je viens à mourir et qu'il y a ce genre de système dans la vie après la mort, je vais finir au bon endroit ou pas ? Très très intéressant. Il y a d'ailleurs le mec qui est avec elle dans The Good Place, c'est un philosophe. Donc elle apprend beaucoup d'extraits de philosophie. J'ai d'ailleurs le livre du créateur de la série, Michael Schur, Creator of The Good Place, c'est écrit là, ça c'est sa petite tête.
How to be Perfect, mais c'est un livre qui est très drôle et qui raconte un peu la philosophie qui se cache derrière cette série. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une série qui te donne envie de philosophie, qui te donne envie de savoir qui est Kant, par exemple. Et l'actrice principale, Kristen Bell, celle qui a fait la voix de Anna dans la version anglaise de La Reine des Neiges. La Reine des Glaces, La Reine des Neiges. Elle est trop cool et je trouve qu'elle est parfaite pour ce rôle. J'adore la regarder évoluer dans ce monde et je trouve qu'elle joue trop bien. La meuf normale, je vais pas dire normale parce qu'elle est un petit peu méchante, mais elle essaye d'être mieux et d'apprendre, etc. Donc c'est intéressant et on essaye d'apprendre à travers elle et avec elle. Donc si vous avez envie de philosopher un petit peu, mais ça reste quand même très léger, allez jeter un œil à The Good Place. Ensuite, alors là, on change de catégorie. Alors, autant il y a 2 secondes, on parlait de philosophie, autant là, j'ai pas d'excuses. La prochaine série que j'ai regardée ce mois-ci s'appelle Sauf qui pécho. J'ai pas d'autre... c'est tout, on s'arrête là. Et en même temps, j'avais envie de vous en parler parce que j'adore. J'ai un peu honte et en même temps pas du tout. Je trouve ça trop cool. En fait, ce que j'adore dans cette série, c'est les juges. Le reste, je m'en fous. Franchement, moi, il pourrait me faire un show qu'avec les juges, que je le mangerai à la petite cuillère. J'adore ces juges. Ils sont extraordinaires. Ils me font mourir de rire. Ils sont tellement kiki, mignons. J'ai envie de les mettre dans ma poche et qu'ils fassent les juges pendant tout le long de ma vie, qu'ils soient assis sur mes épaules comme ça et qu'ils commentent tout ce qui se passe dans ma vie. Je trouve ça incroyable. Je les aime trop. C'est pas la première saison, donc c'est pas la première saison que je regarde, je les ai toutes regardées, oui bien sûr. J'adore les shows coréens, déjà je trouve qu'ils sont trop forts. La télé-réalité coréenne c'est tellement plus subtil que la télé-réalité américaine par exemple. Donc je suis très fan et très fan de ce système de commentateurs. En fait, moi, quand on me montre du Love is Blind, bah, je veux le commentateur, en fait, qui va commenter en même temps ce que je pense moi aussi, de ce qui est en train de se passer ou pas, ou qui va faire des blagues. Sinon, je trouve ça nul. Enfin, vraiment, mettez des commentateurs comme eux dans chaque télé-réalité. Ils sont géniaux. Et un des commentateurs, il a aussi joué à un jeu qui s'appelle Le Jeu du Diable ou un truc comme ça sur Netflix. C'est une télé-réalité sur des jeux de société. Incroyablissime. Allez voir aussi, j'ai regardé ça l'année dernière, c'était génial. Depuis, j'en parle à tout le monde et personne ne veut regarder. Je comprends pas. Je crois que c'est The Devil's Game ou un truc comme ça sur Netflix. Je trouve cette série parfaite quand j'ai besoin de laisser mon cerveau pourrir et se reposer dans son jus et que j'ai besoin de complètement le couper, l'éteindre et juste regarder comme ça et rigoler. Voilà, je regarde Sauf qui pécho. Ça fait pas mal aux yeux. Ça fait pas mal aux yeux, ça fait rire, c'est mignon. Voilà, Sauf qui pécho. De quoi ça parle ? Ben oui, encore une fois, c'est des gens sur une île qui essayent de se pécho. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Allez jeter un œil si vous avez besoin de vous divertir et que vous aimez bien les juges trop kiki, mimi qui me font trop rire. D'ailleurs, il y a un des juges, c'est un ancien participant carrément, avant ils étaient 4, désolé, je suis fan. Fan, c'est un grand mot, non, mais j'aime bien. Il y a carrément 4 juges, enfin il y avait 4 juges et il y a un des participants qui était tellement cool une année qu'ils l'ont rajouté en tant que juge sur le show. C'est incroyable, franchement, rien que ça, c'est... Voilà, ça m'amuse beaucoup. Dans la catégorie YouTube, il y a Mykara, alors là, je sais pas comment on prononce ces noms-là à l'américaine. Mykara Tours. Elle a le nom le plus difficile à dire pour des non-anglophones. Bref, Mykara Tours, c'est mon loophole du mois. Je l'ai dévoré. J'ai regardé une bonne dizaine de vidéos qu'elle a produit, qu'elle a créé. Je suis tombée dans le rabbit hole, dans le trou à lapin, dans le terrier, comme Alice est tombée. J'ai tout dévoré. Elle est incroyablissime. Elle est drôle, elle est différente. Je crois que le mot différent là, je peux pas être plus précise que ça. À la base, c'est une meuf qui fait des tutos couture. Et tu ne peux rien suivre du tuto parce qu'en fait, c'est une histoire. Et c'est des blagues qui ne s'arrêtent jamais. Elle travaille tellement, elle ne s'arrête jamais. Enfin, c'est incroyable, sa vie est incroyable. Mais si, je pense que c'est un mot qui peut la représenter, c'est vraiment bordélique. J'ai regardé ses vidéos quand elle est chez elle, ses vlogs de voyage à New York, en Italie. Elle est allée au château de Versailles, elle s'est cousu tous ses vêtements pour y aller. Enfin bref, allez voir, je peux pas vous la décrire, elle est indescriptible. Elle a un perroquet. Voilà, je pense qu'elle adore son perroquet et ses poules, elle adore son papa, elle adore coudre
et elle est très drôle. Allez voir, je suis ultra fan de sa personne et je veux regarder tout ce qu'elle a fait depuis la création de sa chaîne. Ensuite, ce mois-ci, j'ai continué à suivre les aventures de The Space Maker Method de April qui aide les gens à ranger et à organiser leur chez eux. Et là, elle est sur un second pass. C'est la deuxième fois qu'elle passe chez cette personne qui habite en Corée, je crois. C'est une prof d'anglais, il me semble, hein, si j'ai bien compris. Et donc, elles avaient fait déjà un énorme tri chez elles il y a 1-2 ans, je sais pas trop exactement. Et là, elle revient. Et c'est tellement satisfaisant parce que la personne a beaucoup évolué depuis et là elle est vraiment prête à continuer à terminer ce tri. Sa maison est vraiment en train de se transformer et on sent que sa qualité de vie se transforme en même temps. J'adore les méthodes d'April, je regarde toutes ses vidéos. Voilà, vraiment ça me calme, ça m'apaise, ça range un truc chez moi quand je la vois ranger avec des gens. Je la trouve d'une douceur, elle est pas dans le jugement, elle force pas les gens à devenir minimalistes. Vous voyez, genre s'ils ont une passion et que leur passion c'est de garder dans les derniers épisodes, elle était chez une dame et la dame collectait les petits zigouigouis. Vous voyez, je sais pas, les petits fils de fer recouverts de plastique pour fermer les sachets en plastique, collecter ça et les sachets en plastique déjà usagés, elle l'a aidé. Et ensemble, elles ont plié des 50aines de sachets en plastique pour les garder pour cette dame-là. Il n'y a pas de souci avec April. Voilà, j'adore. Il y a toujours des chats dans les épisodes, les gens ont beaucoup de chats, je sais pas, j'aime bien April. Allez voir, moi ça me détend énormément. Ensuite, il y a également la chaîne de Anaïs Lénard. J'ai beaucoup regardé ses vidéos ce mois-ci, notamment la vidéo sur les fichiers Epstein, atroce. En fait, c'est quelque chose qui m'intéresse / auquel je devrais m'intéresser parce que ça se passe en ce moment dans la société. Enfin, pas en ce moment, mais enfin voilà, les fichiers ressortent en ce moment. C'est intéressant de comprendre et en même temps, ça me fait peur. Et je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos ou d'articles ou de radio, de podcasts qui sensationnalisent l'histoire, l'affaire et ça me dégoûte en fait, je suis pas capable, voilà. Et en même temps j'ai un certain besoin minimum de me tenir au courant de ce qui se passe et du coup j'ai trouvé que la vidéo d'Anaïs était très bien faite et qu'elle remettait vraiment les points sur les i. J'ai trouvé ça très instructif et toutes ces vidéos je les trouve très très instructives. J'apprends toujours beaucoup de choses en la regardant et toujours sur des sujets vraiment actuels ou d'époque. Je trouve elle choisit bien ses sujets aussi. J'adore cette meuf, bravo pour son travail parce que ça m'apprend beaucoup de choses et ça doit pas être facile, vraiment ça a l'air très très préparé ces vidéos. J'ai regardé aussi ce mois-ci sa vidéo sur les mariages forcés avec les mineurs, c'est vraiment choquant et c'est quelque chose duquel j'étais pas au courant. Enfin bien sûr je sais que ça existe mais je crois qu'elle a donné les chiffres de 1 femme sur 5 dans le monde, un mariage avec un mineur toutes les 3 secondes, enfin c'est une folie furieuse, genre c'est aberrant et elle a très bien amené le sujet et il faut en parler, c'est quelque chose à comprendre, à connaître, à savoir que ça existe et il faut se battre contre. Donc elle y participe et pour ça merci vraiment. Voilà, ces vidéos sont très très intéressantes. Si jamais vous voulez aller les voir, si jamais vous voulez en connaître un peu plus sur les affaires criminelles du moment ou pas, des fois elle reprend des anciennes affaires mais voilà, très intéressant. Et ensuite, il y a 2 vidéos que j'ai adorées ce mois-ci et que je vous mets ici. La première, ça s'appelle La fantaisie mal écrite de Cyril Destocky et c'est une vidéo qui parle de Jean-Philippe Jarowski. C'est un auteur que mon frère m'a fait découvrir, que j'adore, dont j'ai lu très très peu de choses pour l'instant et déjà j'adore. Déjà, c'est un auteur francophone de fantaisie. C'est très 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 bien écrit. Ces mondes sont vraiment recherchés. Ça a dû prendre un travail extraordinaire et la vidéo explique tout ça. J'ai adoré aussi le petit tips d'écriture qu'il détaille vraiment, qu'il décortique à l'intérieur. Enfin vraiment les vidéos en général de Cyril Destocky sont très 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 bien aussi, aussi bien recherchées que celles d'Anaïs Lénard et j'apprends toujours aussi beaucoup de choses à chaque fois. Et cette fois-ci il détaillait un procédé pour les premières descriptions de personnages quand on les rencontre, comment ça peut être fait par un débutant / comment c'est fait par Jarowski et j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça m'a donné envie de beaucoup plus travailler ça dans mon roman actuel, même si ça reste de la cozy romantasy, j'ai quand même envie de bien le faire si je peux et voilà, du coup ça m'a inspirée et ça m'a donné envie d'y réfléchir. Je trouvais que c'était une très très bonne vidéo, très bien construite. Allez voir si vous voulez découvrir la chaîne de Cyril Destocky autant que l'écriture de Jean-Philippe Jarowski et lisez du Jean-Philippe Jarowski.
commencé peut-être par Janua Vera, j'ai commencé par ça sous les conseils de mon frère et ça a très bien marché pour moi. C'est un recueil de nouvelles qui nous fait rentrer dans l'univers de sa plus grande trilogie, je crois. La deuxième vidéo du mois que j'ai adorée, c'est Art Will Keep Me Sane de Fran Menezes. J'adore toutes ses vidéos, j'adore l'esthétique de ses vidéos. Je trouve qu'elle a une direction artistique tellement claire. Quand elle fait une vidéo, on sait que c'est elle. Art Will Keep Me Sane as well, girl. Thank you for the message. Elle est trop forte. Je l'adore. Voilà, allez voir la vidéo. C'est artistique et c'est doux et c'est sur le quotidien. Et elle n'est pas toujours dans l'ultra positif et j'adore ça d'elle. Allez voir si vous êtes intéressé par Fran. Voilà, je pense que cette vidéo vous a fait un beau petit plateau avec une belle proposition de choses qui pourraient vous intéresser, j'espère. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment, merci énormément. Chaque fois, on est toujours un peu plus dans cette communauté et ça me rend très heureuse. À bientôt!